Donc l'Union des marchés de capitaux fait, à l'époque où elle est lancée, où c'est lancé, en tout cas où on en parle, fait partie déjà d'un plan beaucoup plus vaste, qui était le plan de Jean-Claude Juncker, qu'il avait d'ailleurs annoncé dans ses orientations politiques en juillet 2014. Et donc fait partie d'un plan qui vise à s'attaquer au manque d'investissement, et notamment en développant et en diversifiant les sources de financement. On était dans un contexte aussi particulier de post-crise où les diverses mesures réglementaires qui ont été prises ont eu un impact très fort sur la capacité des banques à assurer le financement de l'économie. Donc on était dans un modèle qui visait à favoriser les sources de financement pour l'économie à travers le marché. Alors juste une précision, à l'époque, quand on a parlé de l'union des marchés de capitaux, on est aussi dans une phase de construction d'une union bancaire, et donc à cet égard, c'est important de préciser que quand on parle d'union des marchés de capitaux, on n'est pas sur une union d'un modèle union bancaire, parce que notamment il n'y a pas de supervision intégrée. D'ailleurs, je crois que ce n'est pas ce que nécessairement les professionnels attendent à ce stade. Voilà, donc c'est donc Lord Hill qui était le commissaire anglais de la DG FISMA, donc en charge de la stabilité financière, des services financiers et d'union des marchés de capitaux, qui est donc en charge de mettre un contenu. Début 2015, il y a eu toute une série de consultations, notamment donc sur 2 textes, comme on l'a mentionné, sur un texte prospectus pour revoir en fait les conditions d'émission des acteurs sur les marchés boursiers. En faciliter en tout cas les conditions, une consultation sur donc, la titrisation, et puis une consultation, un livre vert sur ce que devait être l'union des marchés de capitaux. Donc à cet égard, c'est intéressant parce que il y a eu beaucoup de contributions, il y a eu plus de 700 contributions l'année dernière sur ce livre vert, et ce qui était intéressant en termes de conclusion, c'était de voir que d'abord, selon ce qu'on y mettait, c'était très varié, il n'y avait pas nécessairement de consensus sur l'utilité, en tout cas sur la volonté de voir se mettre en place une union des marchés de capitaux, mais surtout il y avait une compréhension très très variée de ce que devait être une union des marchés de capitaux. Donc c'était assez intéressant à cet égard. Donc je ne sais pas où j'en suis dans mes slides. Oui, donc alors un plan d'action a été lancé donc le 30 septembre 2015. Donc c'est le plan d'action de la Commission européenne sur l'union des marchés de capitaux. On a une série de 33 mesures qui sont listées avec un calendrier à mettre en œuvre jusqu'en 2019. Au moment de l'action de ce plan de lancement du plan d'action, des initiatives concomitantes ont été lancées, donc des consultations sur des textes, notamment titrisation, un peu plus tard prospectus en novembre, et puis un appel à témoignages donc, sur l'incohérence des législations. Donc tout ça, je vais y revenir un petit peu plus tard. Et donc, puisque le thème de mon intervention, c'est où en est-on, donc on a déjà un premier rapport de suivi sur notamment l'appel à témoignages, sur le plan d'action qui a été publié le 25 avril 2016. Je vous invite à aller le voir. C'est surtout, je dirais, une liste des initiatives et des consultations qui ont été lancées, et puis une prospective sur ce qui reste à mettre en œuvre. C'est vraiment un plan d'étape assez formel. C'est toujours intéressant de s'y référer quand on veut voir ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Pour autant, on est encore sur très très en amont, je dirais, des initiatives substantielles. On est plutôt en train de chercher ce qu'on doit faire, comment, consulter, mais encore dans l'interaction. Voilà, donc là je vais passer très très vite sur le plan d'action, sur les axes du plan d'action, parce que voilà, c'est le financement de l'innovation, ça couvre finalement énormément de domaines. Ce qui est le plus important, c'est ce qu'on y met dedans. Donc les 6 axes, c'était le financement de l'innovation, la simplification de l'accès au marché coté par les entreprises, l'investissement à long terme dans les infrastructures et les projets responsables, le soutien à l'investissement des particuliers et des institutionnels, la libération de la capacité des prêts des banques pour soutenir l'économie, donc là on est sur le projet titrisation, la facilitation de l'investissement transfrontière avec les règles post-marché, propriété des titres, règles d'insolvabilité. Donc certaines initiatives ont été prises à ce jour, d'autres sont encore à prendre. Voilà, donc où en est-on? Donc là
Je fais un petit panorama des principales actions entreprises, hein, puisqu'il y en a 19 qui ont été prises, donc là je ne les liste pas toutes. J'ai listé celles qui nous paraissent, nous, les plus importantes ou celles qui sont achevées sans nécessairement encore avoir donné de projet. Donc effectivement, on a ce règlement sur la titrisation simple, transparente et standardisée qui est approuvé en décembre 2015. Juste un tout petit commentaire sur le contenu, en tout cas sur l'opportunité d'avoir lancé une telle consultation sur quelque chose d'aussi important que la titrisation. On a toujours pensé que ça avait été prématuré, tout simplement parce que c'est un sujet très important. La titrisation, c'est ce qui va permettre finalement de libérer la capacité des banques à pouvoir prêter, parce que même si on est dans un modèle qui tend à s'orienter vers une diversification des offres par le marché, pour autant on est dans un modèle européen qui est ce qu'il est, qui a toujours dépendu et qui dépendra quand même encore des intermédiaires, de l'intermédiation bancaire. Donc c'est important de pouvoir libérer cette capacité. Donc le projet titrisation à cet égard était important. On est à un moment où il n'y a pas nécessairement une forte demande de crédit. Donc peut-être qu'il aurait été important de prendre un peu plus le temps de bien penser ce projet, surtout de bien l'accompagner de façon pédagogique, parce que c'est un sujet qui est très sensible politiquement. On sait que la titrisation est un des véhicules, en tout cas une des techniques qui a permis quand même la dissémination, en tout cas de la crise, qui a donc une mauvaise presse, et donc ça aurait été important de l'accompagner de façon pédagogique, d'en discuter. On voit qu'il y a encore beaucoup de réticences au niveau des politiques, au niveau de la société civile. Donc à cet égard, ça a été un petit peu rapide, et peut-être d'en faire une définition un petit peu plus rigoureuse, enfin de la rendre plus fiable, en tout cas de pouvoir la vendre plus facilement. Donc ça, c'était mes commentaires assez généraux sur la titrisation. Donc on a un projet de règlement prospectus qui a été proposé fin novembre et qui est actuellement en discussion législative. Donc ça, je vais y revenir un petit peu plus tard, parce que là on est sur un projet pour le coup substantiel, qui avance bien et qui devrait d'ailleurs aboutir assez rapidement, qui est important. On a eu des amendements à solvabilité 2 sur les investissements en infrastructure pour permettre aux assureurs de revenir sur des projets, d'investir sur des projets long terme. On a eu donc des consultations sur les fonds capital risque et entrepreneuriat social. On a une consultation sur les obligations sécurisées qui est terminée. De mémoire, on n'a pas eu de proposition sur le sujet. Donc on en a parlé, hein, une évaluation de l'impact cumulé des réglementations financières, ce qu'on appelle l'appel à témoignage, qui là est terminé. Je vais y revenir un petit peu plus tard, hein, puisque c'est un des aspects les plus importants à ce stade de l'Union des marchés de capitaux. Un livre vert, donc une consultation sur un livre vert sur les services financiers de détail. Une consultation sur la restructuration et l'insolvabilité des entreprises qui a été lancée en avril 2015. Une consultation sur l'application de prépersonnalité sur le portefeuille de négociation. Donc là, qui est tout récente, hein, c'est la révision de CRR qui a été lancée en mai 2015. Et alors ça, c'est particulièrement important pour nous parce que cette consultation vise à introduire en fait plus de proportionnalité en matière de charges prudentielles dans les portefeuilles de négociation, et c'est très important notamment à l'égard des petits et moyens établissements. Puisqu'à l'heure actuelle, la réforme prudentielle est très dure, ne distingue pas nécessairement en fonction de la taille des acteurs. Donc c'est très important, cette consultation est très importante pour pouvoir prendre en compte la taille, parce que c'est de ça aussi que dépend, je dirais, la diversité des offres de financement, de la diversité des acteurs. Et donc c'est très important pour avoir aussi un marché, avoir des acteurs sur le marché capables de répondre aux attentes diverses et pas seulement les plus gros acteurs. Donc cette consultation, elle est en cours, nous on va y répondre. Et puis on a une consultation sur les principales barrières à la distribution transfrontalière des fonds d'investissement qui est sortie tout récemment, et là qui, peut-être au niveau des aspects gestion d'actifs, on y reviendra. Voilà, ça c'est sur les principales actions, hein, le thème c'est où en est-on. Il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas couvertes, il me semble avoir couvert les principales. Donc juste en termes d'observation, et ce qu'on avait fait d'ailleurs, fait valoir nous aussi à l'époque de la consultation sur l'opportunité de l'Union des marchés de capitaux,
du point de vue des acteurs des marchés. Alors ça a été déjà dit, effectivement c'est une action extrêmement positive puisqu'elle reconnaît au marché un rôle d'utilité publique, ce qui n'était pas nécessairement le cas jusqu'à maintenant. Ça marque donc un changement d'état d'esprit. Ce qui est important dans ce projet pour nous, c'est aussi de prendre en compte, et ça je l'ai déjà dit, le modèle de marché européen. Et c'est peut-être ce qui manque dans ce vaste plan d'action qui est un plan de 33 mesures. C'est peut-être une réflexion un peu plus en amont sur quel type de marché on veut, quel modèle de marché en Europe, en sachant qu'on ne peut pas nécessairement se caler sur ce qui est fait aux États-Unis. Donc quand on parle de marché, en effet, ce que je disais, c'est que la désintermédiation, elle ne va pas se faire nécessairement tout de suite et rapidement. On n'a pas, donc il était important aussi d'assurer encore la capacité des banques à remplir leur rôle naturel et puis en même temps de proposer des modèles de marché qui vont répondre aux attentes et aux besoins de tout un continuum d'acteurs différents. Quand on parle d'union des marchés de capitaux, on peut assimiler ça à une union une intégration d'un vaste marché pour les grandes capitalisations. Or, déjà, on est déjà très avancé dans ce domaine-là. Et puis, les besoins sont sans doute très différents en fonction des acteurs. Et notamment en besoin aussi sur le rôle de l'Europe que peut jouer l'Europe dans cette initiative-là. Quand je dis ça, c'est que les besoins de certains acteurs vont parfois être mieux traités au niveau régional, au niveau national. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir une initiative européenne, mais d'avoir aussi une capacité nationale à créer ou à développer des initiatives qui répondent plus à des besoins particuliers. On parle de marché, de modèle de marché en Europe. Pour nous, ce qui est important aussi, c'est de mettre l'accent sur le financement en fonds propres, c'est-à-dire le financement en capital. D'abord parce qu'il y a eu un excès d'endettement et de levier en Europe, donc il nous semble déjà plus sain de revenir sur de l'investissement en capital. Et puis, parce que au fond, les entreprises ont besoin d'investissement, qu'on finance leur investissement et que ce type de besoin est mieux financé par les fonds propres. Alors justement, dans le cas de l'Union des marchés de capitaux, si on tient compte de cette priorité, qui pour nous devrait en tout cas en être une, comment la favoriser? Alors la fiscalité, c'est un des éléments sûrement clés pour favoriser l'investissement en fonds propres. C'est une des limites sans doute de l'exercice, puisqu'au niveau européen, la fiscalité est un domaine de l'unanimité. Donc c'est difficile pour autant. L'Europe peut faire des recommandations et donc avoir un effet d'entraînement. Aussi, il y a des travaux qui sont actuellement menés, dont je ne l'ai pas mentionné avant, mais parce qu'on est encore au stade des travaux, mais actuellement au niveau européen, et ça faisait partie des propositions du plan d'action, des travaux sont menés aussi pour proposer un 29e régime en matière de fonds de pension. Donc nous, on espère vraiment que ces travaux vont conduire à une telle proposition, parce que ça aura un effet d'entraînement, en tout cas on le pense, on le souhaite, sur des pays comme la France qui n'ont pas fait le choix de développer en tout cas cette voie. Et puis, le troisième point qui est important quand on parle de financement aux fonds propres, c'est aussi d'assurer des marchés secondaires actifs, ce qui n'est pas nécessairement le cas, en tout cas, pour les marchés de capitaux de petites et moyennes entreprises, ni d'ailleurs pour les marchés de la dette. Et à cet égard, ce qui est important, c'est essentiellement la réglementation, notamment la réglementation prudentielle et la réglementation de marché. Donc voilà pour les priorités qu'on avait fait valoir et qui donc pour nous est un peu un prisme pour évaluer les différentes mesures qui sont actuellement prises dans le cadre de l'UMC. On en a parlé, je pense que vous êtes au courant, donc on est en train on est très bien en avancé. Le Conseil d'ailleurs a adopté sa position la semaine dernière. Alors voilà, donc évidemment c'est un projet qui est très important, qui est intéressant. Pour autant, c'est un projet qui est quand même assez en deçà de ce qu'on aurait pu s'attendre au moment notamment de la consultation, puisque la consultation laissait entrevoir des voies de changement assez ambitieuses, ce qu'on ne retrouve pas nécessairement à ce stade dans la proposition de la Commission, ni dans nécessairement la position du Conseil, bien qu'elle va un petit peu plus loin. En revanche, on a effectivement une approche actuellement du Parlement et d'un rapporteur qui d'ailleurs n'est plus là, très ambitieuse. Alors juste pour éclairer juste 2 points ou 2-3 points sur lesquels on pense que le projet actuellement aurait pu aller plus loin.
c'est notamment en termes de seuil de déclenchement de l'obligation d'un prospectus. Donc ça, on sait qu'ils ont été relevés, ce qui est une bonne chose en soi. Donc ça, c'est une chose. Pour autant, nous, ce qu'on regrette énormément, c'est que le mécanisme par lequel les États peuvent justement abaisser encore ces discrétions, en tout cas des États, de pouvoir abaisser ces seuils et donc de permettre, en fonction à certaines entreprises, de pouvoir effectivement se dispenser de se dispenser de mettre un prospectus a été laissé encore au bon vouloir de certains États. Ça, on le regrette énormément puisque c'est justement contraire à l'idée d'une harmonisation. Et on sait en tout cas que certains pays l'utiliseront quand d'autres pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on regrette. Sur le statut des émetteurs fréquents, alors c'est positif puisque un tel statut a été introduit. D'ailleurs, il reflète ce qui existe actuellement en France, donc ça c'est très bien. Pour autant, dans les discussions, on voit que ça aurait pu aller plus loin, notamment sur le modèle américain où il y avait avec une logique de contrôle a posteriori. Donc voilà, ça n'a pas été à ce stade retenu. C'est dommage parce que quitte à introduire un tel dispositif, on aurait pu aller plus loin. Autre sujet sur lequel le texte aurait pu aller plus loin, c'est sans doute la définition. Alors ça, c'est un point de vue très Amafi, mais en tant que représentant des acteurs du marché, c'est important. La définition de l'ETI qui va déclencher le schéma allégé. Alors, si le schéma allégé a été adopté dans son principe, s'il y a effectivement une harmonisation entre MIF 2 et prospectus sur la définition d'une ETI, elle n'est pas nécessairement pertinente de notre point de vue. Ce qui a été retenu, c'est les 200 millions d'euros de capitalisation. Et à notre sens, ce seuil-là n'est pas pertinent quand on parle en tout cas de marchés boursiers et notamment des marchés comme la France. C'est vrai que l'Europe, c'est 28 pays et c'est vrai qu'on devait prendre en compte le fait qu'il y a des petits marchés et pas nécessairement que des gros, mais pour nous, le seuil de 1 million de capitalisation nous semblait plus pertinent quand on parle en fait de capitalisation boursière, et surtout du point de vue des investisseurs, c'est ce qu'ils vont regarder en termes de liquidité. Voilà, donc ça c'était les 3 points. Juste un détail qui n'en est pas un qui est important, ce schéma allégé qui est donc important et qui a été adopté dans son principe au niveau 1 doit être défini dans son contenu au niveau 2, donc c'est quelque chose sur lequel on sera très vigilant. On a 2 autres points qui sont pour le coup problématiques pour nous. Et pas que pour nous, là pour le coup, c'est la place se bat en tout cas sur ce point-là, c'est le résumé qui est limité à 6 pages. À ce stade, on pense que 6 pages, ce n'est pas suffisant pour pouvoir traiter les opérations les plus complexes. Et le deuxième point, alors ça a été amélioré dans le texte du Conseil la semaine dernière, pour autant ça ne règle pas tous les problèmes, c'est dans le prospectus, la catégorisation et la classification des facteurs de risque qui sont liés à l'émetteur et à l'opération. Donc on doit catégoriser ces risques, ce qui en soi n'est pas le problème. Ce qui pose plus de problème, c'est de classifier, c'est-à-dire de dire 1, 2, 3, 4. Et là, c'est un problème parce qu'en fait, on peut avoir des risques qui n'arrivent finalement, qui sont très peu susceptibles de se produire, mais le jour où ils se produisent, c'est très important. Et puis, et vice-versa. Donc, classifier comme ça en 1, 2, 3, 4, ça n'a pas de sens. Et on s'est assez battu contre ça, mais à ce stade, c'est encore dans les textes. Voilà pour un éclairage très rapide sur les grandes lignes prospectus du point de vue Amafi. Je ne suis pas la spécialiste, on a une aide spécialiste à l'Amafi. Si ça vous intéresse, je peux vous mettre en contact. L'appel à témoignage. Donc alors troisième sujet, enfin en tout cas l'autre sujet sur lequel, dans le cadre de l'Union des marchés de capitaux, je vais me pencher un petit peu parce que c'est un sujet important. Donc je ne reviens pas sur l'objectif de l'appel à témoignage qui a été sûrement couvert et de toute façon on retrouve partout. Donc je vais juste me pencher sur nous les priorités dans le cadre de l'appel à témoignage, sur ce qu'on avait fait valoir au moment de la consultation et qui reste évidemment efficace, mais tout pour l'instant semble
tout ne sera pas nécessairement traité. Alors pour nous, ce qui était important, c'est puisqu'on parlait de procédures, en tout cas de textes réglementaires, pour nous, ce qui était important aussi, c'était de regarder comment ces textes réglementaires étaient élaborés, puisque on s'est tous aperçus que la procédure telle qu'elle était très complexe, très longue, et ne permettait pas nécessairement ensuite de traiter tous les problèmes, surtout d'y revenir. Bon, voilà. Donc c'était pour nous l'occasion, c'était de regarder comment on pouvait rendre le processus législatif plus efficace. Un autre sujet qui était important dans le cadre de cet appel à témoignages sur les incohérences, sur les problèmes liés au processus législatif et au cadre réglementaire, c'était aussi de bien s'assurer que le principe de proportionnalité des règles était bien intégré et appliqué dans l'ensemble des législations, puisque, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ce qui est important, c'est d'avoir une diversité d'écosystèmes de financement, quand on parle de financement de marché. Et donc, à cet égard, le principe de proportionnalité est là justement pour doser les règles en fonction de la taille des acteurs, en fonction des besoins. Ce n'est pas nécessairement ce qu'a été actuellement. Le principe de proportionnalité a été un petit peu malmené dans certains textes. Le respect du principe de subsidiarité, ça aussi, c'est un principe qui nous paraît être très, très important, puisque ça rejoint ce que je disais aussi, c'est que ça permet aussi d'adapter les solutions en fonction de l'échelon le plus pertinent. Tout ne peut pas être fait au niveau européen. L'Europe peut lancer des initiatives, elle peut être aussi à l'initiative, en tout cas, elle peut être moteur, mais certaines choses peuvent être mieux faire au niveau local. Et puis, des règles très importantes, ça rejoint aussi ce que j'ai dit précédemment. Ce qui est très important, c'est de faire porter une attention particulière aux règles dans la mesure où elles peuvent avoir des effets très négatifs sur la capacité des acteurs à apporter de la liquidité sur les marchés. Donc ça, je l'ai déjà dit. Voilà, donc je pense que sur le bilan de cet appel à témoignages, Marianne l'a peut-être déjà couvert, mais on était effectivement à 288 réponses. Il y a eu plus de 600 documents de support, parce que l'idée, c'était de nourrir aussi tout ce qu'on disait, de le prouver avec des évaluations d'impact, des démonstrations. Donc il y a eu beaucoup de documents, comme l'a rappelé encore Lord Hill et puis la DG FISMA lors de la conférence qui a eu lieu le 17 mai dernier, qui était une audition en fait et un point d'étape sur cet appel à témoignages. Lord Hill a exprimé lors de cette conférence un discours politique qui me semble assez fort, justement pour marquer la coupure, la rupture avec la mandature précédente. Alors, juste 3 thématiques qui émergent, parce qu'actuellement on est sur, pour l'instant on n'a pas encore d'initiative qui ressortent de cet appel à témoignages, mais ce qui ressort des différentes contributions, c'est 3 grandes thématiques. C'est donc les aspects de mise en conformité, donc là on fait référence à tout ce qui est coût et complexité excessif en matière de reporting et de disclosure, ça c'est une thématique qui est revenue. Les règles qui ont un impact négatif sur le financement de l'économie, notamment en termes de liquidité. Je veux dire, nous on l'a dit, mais on n'est pas les seuls. Hein. Je veux dire, ça c'est quelque chose qui a été extrêmement remonté. Et une insuffisante prise en compte du principe de proportionnalité. Donc on n'a rien inventé. Ça, c'est des thématiques qui, je dirais, c'est pas un résumé de ce qui a été dit lors de cette audition. C'est le constat de la Commission européenne lorsqu'elle a dépouillé les différents témoignages et qui a été d'ailleurs nettement affirmé et en tout cas reconnu par les services de la Commission européenne. C'est les 3 aspects les plus importants. Et Lord Hill, d'ailleurs, a dit que ce serait effectivement des axes prioritaires pour re-regarder la réglementation. Ce qui est juste intéressant, c'est de voir que les services de la Commission, les parlementaires se sont plaints de ne pas avoir eu assez de retours substantiels, de preuves de l'impact cumulé. Or, il y a certaines réglementations qui, à l'époque de l'appel à témoignages et qui actuellement le sont encore, sont en cours d'élaboration ou ne sont pas encore appliquées, hein, comme abus de marché et MIF, et qui ont des impacts très forts. Donc il y a eu un décalage entre effectivement les réponses des gens qui portaient sur des dispositifs non encore appliqués et puis les demandes aussi de la Commission européenne.
Donc c'est ce que je mets dans ma dernière slide. Pour les mots de la fin, c'est que justement à ce stade on a un espèce d'effet donc il y a un constat partagé d'un surdosage réglementaire et d'une complexité excessive. On a une prise de conscience nette de l'impact de certaines réglementations, et notamment sur la capacité des banques à financer l'économie. Mais on a aussi des forces contraires actuellement entre les parlementaires, des représentants notamment des investisseurs particuliers, et puis l'industrie notamment, sur que faire. Est-ce qu'il faut attendre encore plus? Après tout, on est sur des réglementations qui pour certaines n'ont pas été encore mises en œuvre. Attendons de voir, certaines peuvent vraiment avoir un effet bénéfique, ne changeons pas tout de suite, ou en tout cas ne nous précipitons pas pour réajuster avant même d'avoir vu les effets. Et puis d'autres qui disent non, au contraire, agissons et essayons de rétablir les choses avant qu'elles ne fassent plus de mal. Voilà, donc c'est pour ça que ce que va proposer la Commission européenne et Lord Hill a priori à l'été, dans un plan qui devrait bientôt arriver, ça sera aussi intéressant de voir dans quelle mesure sera prise de ces retours et ce qui pourra être fait, notamment aussi dans un contexte de Brexit. Voilà.